Hey man, yo kakampe. Madame, Monsieur, bienvenue à Conversation Noire. Mon nom est Jean-René Dominique Quilou. Je suis très heureux pour cette édition spéciale de l'histoire du mois de Noir d'accueillir le docteur Maboula Soumaoro pour discuter de la politique française et aussi discuter du daltonisme français quant à la race, malgré son passé esclavagiste et colonial et également le croisement de l'identité noire de France, s'il y en a une, on va en discuter, et la politique française. Alors, docteur Soumaoro est chercheuse, spécialiste dans les études américaines, afro-américaines, la diaspora africaine et le nationalisme noir de l'Atlantique. Elle est évidemment chargée, maître de conférences, comme on dit en France, à l'université de Tours, et elle a enseigné dans plusieurs autres universités, entre autres aux États-Unis, le Columbia University, Bennington College, Barnard College en France, Sciences Po. Et voilà, donc on est très heureux de l'accueillir. Alors, docteur Soumaoro, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, on va commencer cette conversation en parlant de l'identité noire en France. Est-ce qu'il y a une identité noire en France? Si oui, comment elle s'exprime ou comment on peut définir cette identité? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une identité noire unique en France, mais il y a de manière certaine des populations noires, des populations d'ascendance africaine et d'ascendance africaine proche ou lointaine, c'est-à-dire des immigrés plutôt récents issus de la vague postcoloniale de migration vers la France et qui sont originaires du continent africain, ou des personnes, par exemple, qui auraient quitté, toujours dans ce contexte postcolonial, les territoires qu'on appelle en France les territoires d'outre-mer. Ces territoires d'outre-mer sont des territoires qui étaient d'anciennes colonies et qui, depuis 1946, ont changé de statut administratif et sont devenus soit des départements de la France ou soit des régions. Donc, ces personnes issues des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer ou des anciennes colonies africaines constituent les populations noires que l'on peut trouver en France hexagonale aujourd'hui. Est-ce que ces personnes se considèrent elles-mêmes comme noires? Ce n'est pas toujours le cas. Certaines vont faire allégeance et vont vouloir conserver leur identité spécifique africaine. D'autres vont se réclamer, je ne sais pas, de la Réunion, de Mayotte, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin. Et parfois, d'autres, c'est de plus en plus le cas, vont se dire je suis noir et j'affirme et je reconnais cette identité noire. C'est un peu Merci. compliqué comme question. Ouais, tout à fait. Alors, juste par rapport à votre livre que j'ai bien aimé, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur cette identité noire-là en général, et on va le centrer en France. Est-ce que on peut dire avec l'expérience, cette communauté d'expérience sur l'hexagone, est-ce que on va dire maintenant il y a cette uniformisation de l'identité noire en France sur l'Hexagone, ou bien il y a une disparité qui se fait entre, on va dire, l'ancienne génération et cette nouvelle génération qui est en contact aussi avec, on va dire, le noir du Canada, des États-Unis et des autres parties des Amériques ou du monde. Est-ce que les noirs de l'Hexagone, si je peux utiliser cette expression, est-ce que le noir de l'Hexagone maintenant développe, qu'il soit d'ascendance martiniquaise ou africaine plus récente du continent, ou d'autres Africains ou d'autres Noirs, est-ce qu'il y a cette conscience-là ou cette identité-là qui s'uniformise et qui s'exprime sur la scène, on va dire, juste de la société française en général? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que cette présence accrue
cette présence sur le territoire hexagonal peut contribuer à une forme d'uniformisation pour des générations un peu plus jeunes. C'est-à-dire qu'au-delà des identités particulières auxquelles s'affiliaient les parents, je pense que les enfants de tous ces migrants, toutes ces personnes qui sont arrivées dans l'Hexagone, que ces personnes soient arrivées de territoires étrangers ou de territoires français, hein, quand on parle des Mhm. Outre-mer, c'est vraiment dans les années 60, avec le Bumidum, qu'il y a eu une arrivée massive de ces populations vers la France hexagonale. Je pense que parce que ces populations vivent dans les mêmes endroits, fréquentent les mêmes écoles, partagent souvent la même classe sociale, partagent aussi également les mêmes discriminations, il peut avoir une sorte d'uniformisation. Peut-être que c'est là qu'on arrive à cette identité noire qui va au-delà des affiliations ou des identifications territoriales ou nationales. C'est-à-dire que, en vérité, si on parle du cas des violences policières, si on est face à un cas de brutalité policière face à un corps noir, il n'y aura pas beaucoup de différence à dire que cette personne était d'origine camerounaise ou martiniquaise ou est-ce que c'est une française de souche, c'est-à-dire français depuis 1848 comme pour les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, ou français naturalisé. Non, le corps parle et le corps vraiment transcende toutes ces modes de différenciation. Donc je pense que oui, l'Hexagone en effet peut participer de cette conscience collective peut-être élargie, qui va au-delà de la communauté d'origine. Intéressant. Et ben, je vais utiliser l'expression étant, lorsque vous examinez, parce que vous étudiez la situation aussi de Noirs en France, donc pour moi, en quelque sorte, vous êtes aussi sociologue de la vie de, au terme plus large, hein, pas scientifique, voilà, posé comme vous examinez l'expérience noire. Est-ce que, au point de vue politique, on voit maintenant on va dire cette jeune génération qui veut aussi affirmer sa présence pour dire que de souche ou pas de souche, de 1848 ou pas 1848, nous sommes de Français, nous allons être traités comme tout le monde et nous allons affirmer notre présence pour dire que on est là pour y rester, pour vivre, avoir des enfants et continuer de génération en génération. On est légitime d'être sur le territoire et on a le droit d'être traité. Et est-ce que ça, il l'affirme aussi au point de vue politique, au point de vue de l'institution, ou bien ça reste, on va dire, dans l'activisme en dehors des institutions? Non, je pense qu'il y a de plus en plus, enfin, on assiste à une affirmation de cette envie politique, de cette envie de pénétrer les institutions, de cette envie d'aller au-delà de l'activisme militant. Mais cet activisme militant, il a été très important puisque c'est lui qui a donné naissance à ces nouvelles générations de personnes qui se sentent peut-être plus à l'aise, plus à même on va dire, de secouer un peu la France. Donc, je pense que la génération actuelle, les jeunes d'aujourd'hui, se trouvent eux-mêmes sur les épaules des générations précédentes qui ont lutté à leur niveau. Et que ce soit dans les associations militantes, que ce soit dans les associations étudiantes, que ce soit dans les associations communautaires ou à la période coloniale, des personnes qui ont milité pour une plus grande justice envers ceux qu'on appelait les sujets coloniaux. Donc voilà, je veux dire, la jeune génération de 2021, elle est dans son temps. Et elle n'est pas en train de se poser des questions d'appartenance ou de non-appartenance. Elle n'est pas en train de se poser des questions sur les papiers ou sur l'accès à la citoyenneté. La citoyenneté, elle est claire, elle est nette. Et donc, en tant que telle, pas pour revendiquer, mais juste pour exister, parce qu'ils existent, ils estiment qu'ils ont le droit au chapitre, ils ont droit à la parole, ils ont droit au débat public, ils ont droit à la politique. Donc, de ce fait, on va voir de plus en plus de personnes, mais il y en avait déjà. Intéressant. Et est-ce que la société française, on va dire hexagonale, pour utiliser votre langage, est-ce que la société française ou la France est prête à avoir, on va dire, un président ou une présidente noire, ou bien un premier ministre noir, ou bien des ministres dans des positions, on va dire, comment vous dites ça en France, de postes, de ministères régaliens?
Oui. Est-ce que la société est prête, la société française est prête à cela ou bien il y aura encore de résistance? Parce qu'on l'a vu, par exemple, avec Madame Taubira, on l'a vu avec Sibeth Ndiaye, juste le fait qu'elle était porte-parole. euh, Juste, bon, on ne va pas faire de procès d'intention, mais c'est comme si juste sa présence et d'affirmer, comme on dit, son blackness avec ses cheveux qui est somehow devenu politique, juste son accoutrement, comme juste sa personne était devenue un, comment on va dire, un statement politique. Est-ce Mm. que la société est prête à accepter cette présence-là, cette affirmation-là noire de France, ou bien il y a encore des malaises qu'il faut gérer en tant que société en France? Alors, bien sûr qu'il y a des malaises à gérer. Je pense que la lutte sera longue, mais là, vous avez donné l'exemple de Christiane Taubira. Maintenant, on peut se dire qu'il y a déjà eu une Christiane Taubira. Donc, le modèle, le précédent, a déjà existé. Donc, il y aura plus que Christiane Taubira, puisqu'elle a déjà existé. Ça ne sera plus jamais la première femme. Enfin, les personnes qui la suivront ne seront plus jamais la première femme ou le premier homme ministre de la Justice, par exemple. Donc, sa présence a compté. Je sais pas, la société, je pense qu'elle est toujours plus en avance que les élites institutionnelles. En vérité, quand on regarde la société française, il y a énormément, comment dire, d'acceptation, tout simplement de la réalité. Donc les gens peuvent se côtoyer, on va dire dans les classes plus populaires, les gens peuvent se côtoyer, les gens se connaissent. Parfois, ce sont bien souvent les élites qui sont à la traîne, en fait. Donc, je ne sais pas si la société dans son ensemble est prête, mais il faudra qu'elle soit prête parce que les personnes euh, qui la peuplent, cette société, sont là. Donc, pour moi, c'est juste une question de logique et une question de temps. Il y a une sorte de mouvement inéluctable qui est en marche et qui, justement, cause toutes les crispations actuelles. Si aujourd'hui la France est en train de s'interroger sur le séparatisme, sur le terrorisme, sur l'identité française, c'est que justement, il y a une sorte d'ébullition, puisqu'avant, tous ces débats n'étaient pas des débats, tellement la société était sûre d'elle-même. Maintenant, même si les débats sont très hostiles, moi je dirais que ce signe d'hostilité, cette violence même, est en vérité, paradoxalement, bon signe, parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a un monde et une société qui sont en train d'évoluer et donc ça va aller, mais ça va prendre et du temps et de l'énergie, ça bien entendu. Ben, et pour conclure avec cette question, que répondez-vous lorsque on dit, par exemple, que ben, des gens comme vous, des intellectuels comme vous, ou bien d'autres activistes, par exemple, sont en train d'importer les conflits ou des relations raciales, des conflits par rapport au peuple, on va dire, de Noirs, les Blancs. Vous importez ça des États-Unis, des campus, des universités ou de la société américaine et que vous voulez implanter ces mêmes problèmes en France où ça n'existe pas, où vous créez de faux débats et qu'en France, il n'y a pas ce problème-là, il n'y a que des citoyens français et on voit que des citoyens français et il n'y a pas ce problème-là. Que répondez-vous à cela? Est-ce que c'est l'identité en France, les problèmes qui se passent en France, est-ce que c'est original, unique de la société française ou bien à cause de cette mondialisation, vous êtes en train d'importer des problèmes d'ailleurs dans l'Hexagone? Alors, c'est une très bonne question et l'argument dont vous venez de parler est un argument pardon, que je trouve extrêmement ridicule et facile à repousser, même si les gens s'y accrochent je sais pas moi, au mépris et en dépit de la réalité et des faits. L'importation depuis le monde, souvent c'est le monde anglo-saxon, de problématiques sociétales et la question du racisme, euh, elle est, je veux dire, cette accusation, elle est juste complètement fausse. Les États-Unis ou le monde anglo-saxon n'ont pas fabriqué les Noirs et les Blancs. C'est le monde occidental a fabriqué les Noirs et les Blancs. Les Français se trouvent dans ce monde occidental. Et je suis très intéressé par votre utilisation du terme mondialisation. Souvent, quand on utilise le terme mondialisation, on parle un peu du tournant néolibéral de la fin des années 70 et la désindustrialisation, enfin les années 80. Mais la mondialisation
dans l'histoire, c'est le moment de l'entrée de l'Occident dans l'ère moderne. C'est ça la première mondialisation. Et cette première mondialisation, elle repose sur la traite négrière transatlantique et la mise en place systématique de l'esclavage. Et c'est cette ère moderne qui a fabriqué les identités racialisées dont nous avons hérité. C'est de là que naissent les identités noires et blanches. Avant, les êtres humains ne se définissaient ni comme noirs ni comme blancs. Ils avaient d'autres choses pour se définir et se reconnaître eux-mêmes. Donc la France, qu'elle le veuille ou non, qu'elle le reconnaisse ou non, fait partie de cette histoire. La France est une ancienne puissance coloniale, la France est une ancienne puissance esclavagiste, la France a participé à ce mouvement de l'ère moderne, donc les problématiques liées à la race et au racisme la concernent autant que d'autres pays. Maintenant, les modalités peuvent différer. La France n'est pas les États-Unis, qui ne sont eux-mêmes pas la Grande-Bretagne, qui ne sont eux-mêmes pas le Brésil ou l'Espagne, le Portugal ou l'Allemagne, mais tous ces pays sont concernés par cette histoire. Et tous ces pays fonctionnent sur des mécanismes, des processus de racialisation qui sont réels. Donc si la France veut rester dans le déni, ça la regarde, mais en tout cas, les populations françaises, eux, commencent à dénoncer de manière un peu plus virulente. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont jamais fait avant, mais aujourd'hui, il est difficile de les rendre silencieux. C'est tout. Il n'y a pas d'importation. Si on prend le cas des violences policières, dire que la question de la violence policière ne se décline pas en France et qu'il n'y a pas de meurtre policier raciste en France, ben ça voudrait dire qu'il n'y a pas de victimes françaises. Pourtant, les victimes ne s'appellent pas George Floyd, elles peuvent s'appeler Mamadou Koumé, elles peuvent s'appeler Adama Traoré, elles peuvent s'appeler, je ne sais pas moi, Ali Ziri, mais elles existent. On n'a pas importé les morts. On n'a pas importé les morts. La question se passe bien ici. Évidemment, les deux pays, les États-Unis et la France, ont des nuances particulières, mais les deux pays sont des pays racistes. Il y a plein de pays qui sont racistes. C'est pas... La France n'a pas à rougir de ça, ce n'est pas la seule. Ben alors, docteur Soumaro, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle juste votre livre, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur l'identité noire. Donc, vous pouvez le retrouver sur version Kindle ou sur Amazon, si vous voulez. Et donc, voilà, c'est très intéressant et j'espère qu'on va avoir un peu de changement. Les choses sont en train de bouger et espérons qu'il y a plus de Noirs de France qui vont s'affirmer et revendiquer leur présence et leur légitimité d'être dans l'Hexagone parce qu'en quelque sorte, ils sont aussi chez eux, de souche ou pas de souche. Moi, je suis très optimiste. Ça va changer et ça change depuis longtemps. Et là, on a des coups d'accélérateur, mais bien sûr que ça va changer puisque les gens sont là. Et les gens ne se laissent pas faire, ce sont des êtres humains. Ils ne se sont jamais laissés faire à travers l'histoire. Et il y a des moments de défaite et des moments de victoire. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, ça va changer. Il n'y a pas de problème. Ça va être dur, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir suivi Conversation en Noir, cette édition spéciale de mois de l'histoire de Noir, malgré que nous vivons notre histoire tous les jours. Mais le mois de février, c'est le mois pour célébrer et mettre l'emphase là-dessus. Alors, on vous retrouve pour une autre Conversation en Noir. Merci. Hey man, Yoka Kampe.